Cette émission vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent, qui vous invite à découvrir les nombreux trésors de cette magnifique région de l'Est du Québec, là où le fleuve et les îles font partie du quotidien. Et par Aviation MH de Rivière-du-Loup et son propriétaire Martin Yvon. Profitez des services de taxi aérien et d'introduction à la voltige. Survolez la région, seul ou entre amis. 88 894 7492. Les îles du Saint-Laurent. Nous les voyons chaque jour, mais les connaissons-nous vraiment? La majorité semble calme et abandonnée, alors qu'en fait, elles regorgent de vie, ont gardé leur caractère sauvage et sont des havres pour des milliers d'oiseaux. Dans les minutes qui vont suivre, je vous invite à découvrir avec moi ces îles au trésor. Ici Michel Harvey, bienvenue à cette émission des îles au trésor. Cette semaine, on se transporte dans un véritable paradis au milieu du fleuve. Dans cette première émission, le guide Olivier Caron nous parle de l'achat des îles Pèlerin, au Lièvre et du Pot à l'eau-de-vie par la société Duvet-Nord. Il nous parlera aussi de la diversité des îles et des infrastructures qu'on y retrouve. Notre collaboratrice Mireille Poulain nous parlera de Gros-Cacouna, devenu un haut lieu pour les ornithologues et les canards plongeurs, tandis que Jean-David Viel, dans sa chronique Écho du large, nous entretiendra du beluga. Une visite dans les îles du Saint-Laurent est toujours une expérience unique, mais ces îles ne seraient pas redevenues aussi extraordinaires sans l'apport de la société Duvet-Nord. Duvet-Nord s'est porté acquéreur de ces îles-là tout simplement dans le but de les protéger. Évidemment, il y a du tourisme sur ces îles-là, mais ça, c'est arrivé plus tard, en 89, donc 10 ans après la fondation plutôt de Duvet-Nord. Et là, on a décidé d'ouvrir les îles au public pour les mettre en valeur. Donc, c'est bien de les protéger, mais on voulait en faire plus, les présenter aux gens pour les sensibiliser sur ces milieux naturels vraiment importants et tout près de Rivière-du-Loup. C'est à peine à 8 km de la pointe de Rivière-du-Loup. Autre chose intéressante à savoir à propos de Duvet-Nord, et là, ça explique l'origine de ce nom particulier, Duvet-Nord, c'est que dès 1979, on a commencé à récolter le duvet de l'Eider. Donc, l'Eider à duvet, c'est un canard de mer qui niche sur les îles du fleuve Saint-Laurent. La femelle fait son nid en duvet, et là, c'est un duvet d'une très grande qualité. C'est le meilleur duvet, finalement, à travers le monde. Il n'y a aucun duvet qui peut se comparer à ça. Donc là, on a commencé cette récolte-là et on a été capable d'acheter les îles finalement au milieu des années 80. Donc là, finalement, Duvet-Nord, le duvet du Nord, tout s'explique. Duvet-Nord, c'est 7 administrateurs, il y a 28 employés, c'est une PME considérable. On a 6 bateaux, donc 4 bateaux qui servent à des possibilités d'excursion. Alors, au fil des années, on a acheté les Pèlerins en 84. On a ensuite acheté les îles du Pot à l'eau-de-vie. Par la suite, on a acheté l'île aux Lièvres. Donc, tout ça dans un but de protection. Protéger ces îles-là pour qu'elles demeurent à leur état naturel le plus longtemps possible. Et ensuite, qu'on permette aux gens de les visiter. Au début, je ne vous cacherai pas qu'il y a eu des petites tensions quand Duvet-Nord a acheté les îles. Les gens de Rivière-du-Loup étaient un petit peu inquiets. Ils laissaient entendre qu'on leur enlevait les îles. En fait, on ne leur enlevait pas, on les rendait accessibles pour tout le monde. Parce qu'avant ça, c'était uniquement les gens qui avaient des bateaux qui pouvaient y accéder.
Ils y allaient, c'était fait de façon respectueuse, puis ils se sont imaginés qu'en acquérant les îles, on les fermerait, mais ce n'était pas ça l'idée. Au contraire, maintenant, on fait de l'hébergement. Le phare du Pau à l'eau-de-vie a été restauré par Duvenor. On a mis beaucoup d'argent pour le restaurer. Maintenant, on en est propriétaire depuis la fin de 2014. L'île aux Lièvres, qui est une plateforme extraordinaire pour explorer le fleuve, 30 km de littoral. On a fait de l'hébergement, on a une auberge là-dessus, on a des chalets, il y a des opportunités de camping. Donc, on reçoit présentement entre 4 000 et 5 000 personnes par année qui découvrent les îles. Donc, on ne les a pas enlevées à personne, on les a rendues à tout le monde, tout en les protégeant. Jean Bédard conserve un excellent souvenir de ce moment où il a eu la confirmation qu'il deviendrait en quelque sorte le gardien de ces majestueux endroits. Le lendemain du jour où on a signé l'acquisition de l'île aux Lièvres, j'ai pris mon bateau, j'ai traversé sur la rive nord de l'île aux Lièvres et j'ai débarqué. Et là, j'étais comme... Il y avait un sentiment d'une immense satisfaction de savoir que cette île-là serait protégée, qu'elle ne serait pas morcelée, qu'il n'y aurait pas des camps de chasse ou des camps de villégiature, mais qu'elle serait conservée. Je suis Jean-David Viel, bienvenue aux Échos du Large. Aujourd'hui, le Beluga du Saint-Laurent. Le Beluga du Saint-Laurent est un mammifère marin, une baleine qui est très représentative et très connue au Québec. Normalement, le beluga est une baleine arctique qui vit dans les eaux froides au nord du Canada, de l'Alaska et de la Russie. Nous sommes chanceux d'en avoir une population dans le Saint-Laurent. Une population qui comprend 800 individus seulement et une population qui a été affectée beaucoup par la pollution industrielle. Dès les débuts de la colonie, on chassait le beluga. Il s'agissait d'installer des pièges composé de bâtons qu'on enfonçait dans la vase sur une bonne distance. À marée haute, les animaux se retrouvaient à rencontrer ces obstacles et ils se retrouvaient à être enfermés dans un genre d'enclos. À marée basse, on avait juste qu'à les approcher et à les tuer. Des pêches semblables ou des chasses semblables ont été installées à Saint-Denis-de-Kamouraska et à l'île aux Coudres. Pendant longtemps, on a considéré que ces animaux étaient une nuisance pour l'industrie de la pêche. Si bien que, suite à la Première Guerre mondiale, par exemple, on a embauché des aviateurs qui étaient chargés de larguer des bombes afin de tuer les animaux lorsqu'ils survolaient les eaux et qu'ils en apercevaient. Depuis une quarantaine d'années, cette population est maintenant protégée et les activités de chasse sont interdites. Protéger les îles, c'est aussi s'assurer que la biodiversité naturelle reprenne ses droits, peu importe les traces que l'homme a laissées. C'est sûr qu'il y a eu des chantiers forestiers sur l'île aux Lièvres, sur les îles du Pau. On a bûché là-dessus, mais il en reste pas moins que la nature est résiliente. Alors, les forêts se sont reconstituées. Le milieu est très particulier aussi parce qu'on l'appelle l'île aux Lièvres. Je fais un petit signal là-dessus. C'est que l'île aux Lièvres est peuplée vraiment de lièvres. Il n'y a normalement pas de prédateurs sur l'île aux Lièvres. Alors, les populations atteignent des niveaux considérables, ce qui fait que la forêt est très, très perturbée par le lièvre. Mais c'est un phénomène naturel qui est particulier. De la même façon qu'à Anticosti, la forêt est très perturbée par le chevreuil, le cerf de Virginie. Ici, elle est très perturbée par le lièvre et c'est quelque chose d'absolument remarquable. Les gens qui viennent en excursion, on raconte la disparition de plusieurs essences de plantes ligneuses qui, normalement, sont sur le continent. Je pourrais vous en nommer. Il en manque à peu près 60 de ces plantes-là qui sont disparues à cause du lièvre. Mais ce qui fait un habitat extrêmement particulier. D'autres qui sont très rares sur le continent sont extrêmement abondantes là-bas. Tout ça fait un mélange puis une opportunité de découverte assez extraordinaire. À une certaine époque, l'archipel des îles du Pau à l'eau-de-vie était le théâtre d'une importante contrebande d'alcool. Les commerçants du coin allaient
à Terre-Neuve ou allaient à Saint-Pierre-et-Miquelon, allaient chercher de l'alcool et rentraient ça dans l'estuaire. Mais là, il fallait qu'ils débarquent cet alcool-là. Mais il y avait de la surveillance, il y avait une police des liqueurs qui surveillait. Alors, ils cherchaient des points où c'était abrité. Et l'île du Pau-à-l'Eau-de-Vie, le Gros Pau en particulier, côté nord, il y a des espèces de crevasses ou de cavernes dans lesquelles ils pouvaient emmagasiner cet alcool-là. Et ils pouvaient accéder à ce site-là la nuit. Donc, ils n'étaient pas vus ni de la rive sud ni de la rive nord. Alors, c'était une espèce de plaque tournante. Et ensuite, les petits bateaux qui représentaient les acheteurs venaient chercher leur livraison là. À l'île aux Lièvres, il y a 5 chalets, il y a une auberge, il y a plusieurs sites de camping sauvage aussi. Puis on parle de 45 km de sentiers pédestres. Uniquement pédestres. Il n'y a pas de vélo sur l'île ou de machines, de véhicules. C'est vos souliers seulement qui vous servent à parcourir l'île. N'avoir que ses pieds pour se véhiculer lors d'une activité de découverte, ça fait partie de ce que l'on appelle l'écotourisme. Déjà là, on peut dire que Duvet-Nord, c'est un leader au Québec pour ce qui est de l'écotourisme. Donc, l'écotourisme, c'est présenter des milieux naturels aux gens et les sensibiliser par rapport à ces milieux-là sans les perturber. Et là, bon, comme je disais, depuis 1989, Duvet-Nord est un leader, mais dans les dernières années, effectivement, les gens sont de plus en plus conscients de la richesse et de la fragilité des milieux naturels du Québec, en particulier le Saint-Laurent. Donc, oui, en effet, on note une augmentation de l'écotourisme. Les paysages des îles de Duvet-Nord, notamment l'île aux Lièvres, sont magnifiques. Les lieux sont demeurés comme ils étaient, avec ces longues plages de sable dominées par les montagnes de Charlevoix. Flâner sur une plage, je ne vous dis pas d'aller vous baigner, mais je vous dis d'aller flâner, voir des phoques, voir des cormorans, des éders à duvet en grande quantité. Et puis juste face à Charlevoix, ces espèces de massifs rocheux impressionnants qui sont demeurés dans le même état, en fait, que quand Jacques Cartier les a vus. Alors, c'est des visions, des souvenirs impérissables que les gens viennent ramasser chez nous. Une découverte du Saint-Laurent qu'on ne peut pas aussi facilement faire ailleurs. Essayez d'imaginer le long du littoral, là, trouvez-vous 30 km de sentiers ou de littoral vierge, il n'y en a pas. Nous, on a fourni ça. Je pense que c'est ça qui était la grande réussite de Duvet-Nord, c'est d'avoir conservé ces îles-là pour que tout le monde puisse en profiter. La présence des experts de Duvet-Nord sur les îles permet aussi d'effectuer un suivi serré des populations d'oiseaux qui y nichent. Ces colonies-là sont là. Les oiseaux commencent à nicher à la mi-avril, mais il y a souvent des maladies, il y a souvent des renards, il y a souvent des dérangements. Et le dérangement par des plaisanciers qui vont débarquer sans savoir peut causer la mortalité dans plusieurs nids. Alors, ça nous permet de suivre l'occurrence de maladies. Les mouvements des oiseaux aussi, on fait du bagage de façon très intensive. À chaque année, on bague entre 1500 et 2000 femelles qu'on capture sur les nids. Alors avec ça, on fait des suivis sur la survie de ces oiseaux-là, la mortalité. On a des données démographiques qui sont très précieuses pour essayer de comprendre comment ça se fait que les populations déclinent. Les populations déclinent récemment d'à peu près 2 % par année depuis 20 ans. Donc, on a des réponses à ça en analysant nos données de bagage. En ce moment, on est en plein milieu du fleuve Saint-Laurent, environ à 8 km au nord-ouest de Rivière-du-Loup, donc vraiment en plein centre. Donc là, on se trouve dans l'archipel du Pau-à-l'Eau-de-Vie, tout près de l'île aux Lièvres, environ à 1 000 marins de l'île aux Lièvres. Pour ce qui est des îles du Pau, en fait, c'est un archipel de 3 îles, mais le Pau du Phare et le Gros Pau. Il y a un canal d'à peine une dizaine de mètres de largeur qui sépare ces 2 îles-là. Donc, on a l'impression vraiment que c'en est une seule, là. Mais il y a vraiment 3 îles dans l'archipel.
Pour ce qui est de la géologie, là, côté nord de l'archipel, c'est des falaises principalement. C'est un milieu idéal pour les alcidés, donc les petits pingouins, entre autres, les fameux pingouins, et les guillemots aussi, guillemots marmettes. Donc, pour ce qui est des formations rocheuses qui est ici, c'est idéal pour ces oiseaux-là. Et c'est une colonie qui est très importante pour ces oiseaux-là, donc plusieurs milliers d'alcidés. Donc, alcidés, là, petits pingouins, guillemots, aussi le macareux moine, qui est très connu. Il ne niche pas ici, là, mais c'est surtout lui que les gens connaissent. C'est un endroit très important parce qu'il est à l'abri des prédateurs. Donc, les prédateurs terrestres, on s'entend, et des prédateurs ailés. Les goélands ne sont jamais loin, ils sont prêts toujours à gober les œufs et les jeunes oiseaux. Mais pour ce qui est des prédateurs terrestres, étant donné la petite taille des îles et le fait que ce soit très escarpé, donc là, ils sont certains de ne pas avoir affaire à ces prédateurs-là, comme les renards, par exemple. Lors de notre visite, à la fin de l'été, plusieurs des oiseaux des îles avaient quitté, mais pas nécessairement pour passer l'hiver dans le sud, en des cieux plus cléments. En fait, on voit encore quelques alcidés, donc les guillemots à miroir, qui, eux, ne sont pas migrateurs. Mais pour ce qui est des autres oiseaux, là, c'est des oiseaux de mer. Donc, ils viennent sur la terre ferme seulement pour nicher, puis ils passent le reste de l'année, à peu près 8 mois, en mer, sans jamais retourner à terre. Donc, c'est vraiment des oiseaux qui sont très bien adaptés au milieu marin. Donc, les pingouins, entre autres, on parle toujours des pingouins, c'est vraiment eux, nos petites vedettes, là. Eux autres sont présents dès le mois d'avril, fin avril, jusqu'à la mi-juillet. Donc là, nous, évidemment, la saison commence début juin, là, mais c'est une période idéale pour les observer, là, tout le mois de juin jusqu'à on va dire fin juillet, c'est la période idéale. Quelques coins des îles sont inaccessibles à certaines périodes de l'année. C'est la conservation toujours qui prime chez nous. Donc, en période de nidification, là, les sentiers sont inaccessibles là, parce qu'on ne veut pas causer de dérangement dans la colonie. Donc, on ferme les sentiers. Et là, quand les oiseaux sont partis, bien, on peut y accéder, là, donc à partir de la mi-juillet. Le réseau de sentiers de l'île aux Lièvres a été élaboré sans que la forêt et l'environnement n'en souffrent. Ces sentiers-là nous mènent dans tous les endroits intéressants de l'île aux Lièvres. On a à peu près 40 km de sentiers. Ces sentiers-là, on n'a pas défoncé la forêt, on a repris des sentiers qui avaient été faits ou des chemins forestiers qui avaient été faits dans les années 50 par les gens de Saint-Alexandre. M. Michel Castonguay a fait une exploitation forestière de l'île et à ce moment-là, ils avaient un petit bélier mécanique, un petit bulldozer. Ils ont tracé des chemins. On a repris ces chemins-là. Et on les a convertis en sentiers, on les entretient. Et c'est un lieu de randonnée absolument magnifique aussi. Le réseau de sentiers vraiment le plus important se trouve à l'île aux Lièvres, à 1 mille d'ici. Là, on parle de 45 km là, de sentiers pédestres. Pour les îles du Pô, c'est une formule plutôt axée, comment dire, sur la contemplation. Donc, on ne va pas là pour faire de la grosse randonnée. C'est vraiment, on décroche, puis on profite du paysage marin et des oiseaux qui nous entourent. Ici Mireille Poulain. Aujourd'hui, à la chronique Go Oiseaux, nous parlons de la transformation du site de Gros-Cacouna. Parmi les îles du Saint-Laurent, il y a une île qui n'est plus. En fait, elle est rendue une presqu'île. En 1965, à Gros-Cacouna s'amorçaient des travaux majeurs. La construction des brise-lames a fait en sorte que l'île est devenue, en fait, une presqu'île maintenant. Entre les brise-lames, on a creusé un bassin qui se remplit d'eau à environ 12 mètres lors des marées basses. Autrefois, il y avait une grande étendue de marais salants aux abords de l'île de Gros-Cacouna, mais suite aux travaux, ça a été grandement diminué. Aujourd'hui, le site ornithologique de Gros-Cacouna est prisé des ornithologues amateurs. On a tout d'abord les oiseaux marins qu'on peut voir sur le fleuve. Ensuite, on peut regarder sur la berge des oiseaux de rivage, par exemple.
Il y a le bassin qui a été creusé qui accueille plusieurs canards plongeurs, comme par exemple des fuligules ou des garrots, comme le garrot à œil d'or, parfois même le garrot d'Islande. Et il y a le marais semi-d'eau douce. On l'appelle encore marais salant, même si c'est principalement de l'eau douce là, qui va le remplir. Même s'il est toujours en rétablissement, on peut dire que les efforts ont porté fruit, car le site fait la joie des ornithologues. La clientèle qui fréquente les îles de Duvet-Nord est très diversifiée, mais tous ont un point en commun, ils recherchent le calme. C'est d'abord des amants de la nature, évidemment. Des gens qui veulent décrocher. Quand je dis décrocher, évidemment, on parle de circulation automobile, le travail, le stress, tout ça. On décroche complètement dans les îles. Entre 4 000 et 5 000 visiteurs là-dessus, on a, selon la destination, là, entre 10 et 35 % de nos visiteurs sont des Européens. Et ce marché européen-là est ouvert à ce genre de découverte-là. Ils rêvent de grands espaces, ils sont éblouis par la grandeur de nos paysages. Et on veut justement, on propose de faire des démarches de marketing sur le marché européen. On veut augmenter cette fraction-là de visiteurs européens. On veut aussi augmenter la proportion de visiteurs québécois parce que les Québécois nous découvrent de plus en plus. On a des gens chez nous qui viennent de tous les coins de la province et qui sont émerveillés. On est effectivement très bien équipés pour ce qui est de nos embarcations. On a ce qui se fait de mieux en matière de navettes. Donc, c'est des petits bateaux, 12 passagers, mais des bateaux très performants. Donc, on peut se rendre sur les îles en tout temps, même par temps, on va dire, agité. Donc, même quand le fleuve se montre sous un moins beau jour, bien, on peut quand même traverser aux îles et c'est accessible en tout temps. Ouais. On a des plans pour l'avenir, mais il n'y a plus beaucoup d'autres îles à acheter. Mais on a des plans pour améliorer l'accès au fleuve, améliorer la diversité des services qu'on offre, amener plus de monde, mais toujours dans le respect. Comme par exemple, les pèlerins, on ne va pas là parce que d'abord, le milieu est difficile d'accès, puis aussi, on veut que ça soit une zone de protection intégrale. Dans le cas des îles du Pau à l'Eau-de-Vie, on va au phare, mais on est restreint ou on restreint nos visiteurs à l'espace immédiatement autour du phare parce que le reste est protégé. Peut-être que les gens d'ici ne réalisent pas ça, mais sur les 3 petites îles du Pau à l'Eau-de-Vie, on a 2000 nids de canards sur ça. 2000 nids de canards, c'est extraordinaire. Hein? Si c'était proche de Montréal, on ferait la première page de la presse avec ça. Mais c'est quelque chose de fabuleux. Il y a beaucoup d'oiseaux marins, de petits pingouins, guillemots marmettes, guillemots à miroir, mouettes tridactyles, etc. Donc c'est une zone de découverte pour la faune absolument exceptionnelle. Je m'appelle Marc Larouche, je vous parle directement de la pointe de Rivière-du-Loup en compagnie de Karine Lebel de Tourisme Bas-Saint-Laurent qui nous parle aujourd'hui des phares du Saint-Laurent. Oui, au Bas-Saint-Laurent, on a 3 phares qui sont visitables, donc c'est ce que je vais vous parler. Et pas les moindres, on débute par le phare de l'île du Pau à l'Eau-de-Vie, un phare dans lequel on peut séjourner. Oui, effectivement. Le phare du Pau à l'Eau-de-Vie est en face de Rivière-du-Loup, qui est géré par la Société Duvet-Nord. 3 chambres à l'intérieur, des repas typiquement de terroir. Donc, on peut séjourner 1, 2, 3, 4, 5 nuits si vous voulez. L'activité est extraordinaire. Oui, si vous voulez avoir le repos, entendre les vagues et les oiseaux, c'est l'endroit idéal. Dépaysement garanti. Effectivement. Il y a aussi du côté de l'île Verte, le phare de l'île Verte, qui est le plus ancien du Saint-Laurent. Oui, construit en 1809, le phare de l'île Verte est un des plus vieux. Donc, le phare, c'est pas nécessairement à l'intérieur du phare qu'on séjourne, mais dans la maison du gardien et de l'assistant gardien aussi. C'est 9 chambres, les deux bâtiments, on peut les louer, on peut faire des réunions, oui, à cet endroit. Et le seul bâtiment qui est situé au nord de l'île aussi, donc vous avez le fleuve à vos pieds et les montagnes de Charlevoix
devant vos yeux. Si on se transporte un petit peu plus à l'est, il y a le phare de la Pointe-au-Père également. Oui, le phare de Pointe-au-Père, situé sur le site historique maritime de la Pointe-au-Père. Donc, on peut grimper les 128 marches qui nous mènent en haut du phare et tout avoir l'information concernant les signaux maritimes, les signaux de navigation, tout ça. Et puis, on peut en apprendre également plus sur le naufrage de l'Empress of Ireland directement sur place. Et c'est tout juste à côté du sous-marin Onondaga. Oui, c'est ça. Et si vous voulez vivre des sensations fortes, bien, vous pouvez séjourner à l'intérieur du sous-marin ou le visiter simplement. C'est là-dessus que se termine l'émission d'aujourd'hui. Nous espérons que nous avons pu vous faire découvrir davantage ces endroits magnifiques qui se présentent aux amateurs de nature sauvage de tout le Québec. La semaine prochaine, nous poursuivons notre périple aux îles de la Société du Vénard. Nous en apprendrons plus sur l'histoire des îles du Pô et leur importance pour la navigation depuis plus de 400 ans. Ici Michel Hervé, merci d'avoir été là. À la semaine prochaine et bon vent.